Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Bienvenue à ce dialogue public sur l'assurance et les objectifs de développement durable. Je suis Hannah Grant, responsable du secrétariat et je serai votre hôtesse aujourd'hui. Et je suis ravi de voir qu'il y a une grande participation dans l'appel d'aujourd'hui. 70 pays sont représentés dans notre public, trentaine de pourcents des contrôleurs, 25% de l'industrie et 25% des acteurs essentiels dans le secteur de l'Institut financier. Nous avons également l'opportunité de discuter des objectifs de développement en ce jour de la Journée de la Terre ainsi que le sommet des Nations Unies sur la santé de la planète. Avant de commencer, quelques points d'ordre pratique. Tout d'abord, veuillez être conscient que ce webinaire est enregistré et pour des raisons de son de qualité, vous êtes éteint, votre micro est éteint. Pour des questions, utilisez la case des questions sur votre droite ou si vous avez quelques problèmes que ce soit, contactez le secrétariat soit par email, soit par le chat. Si vous voulez accéder à l'interprétation, aujourd'hui, nous avons l'accès pour le français et l'espagnol et les instructions sont à présent dans la case de chat. C'est le plaisir d'avoir Connor avec nous, Connor Donaldson, directeur de la mise en œuvre à IAIS, notre partenaire association interne internationale des contrôleurs d'assurance et aussi mon co-hôte aujourd'hui. Bienvenue Connor. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Hannah. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je suis ravi de pouvoir vous accueillir chaleureusement au nom de l'IAIS, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, pour ce programme fantastique, mais aussi bienvenue aux parties prenantes présentes avec nous qui sont actifs dans cet espace et dans ce secteur. C'est un grand plaisir de voir un tel intérêt dans ce sujet. Je crois que pour nous, il est important de noter que dans notre association, nous avons la conviction ferme que l'assurance est vitale dans la réalisation des ODD. L'accès à l'assurance va permettre d'accélérer les progrès. Le dialogue public comme celui-là, qui regroupe les différentes parties prenantes et permet de définir les aspirations, créer un alignement, sont un point de départ excellent pour y parvenir. C'est donc avec un grand plaisir que je peux maintenant vous présenter la première allocution de Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas. Sa Majesté la Reine Maxima est également la défendeuse de la finance inclusive pour le développement auprès du secrétaire général ou le UNSGSA. Elle se joindra à nous au travers d'un message enregistré. Elle a travaillé en tant que représentante des Nations Unies depuis 2009 et en tant que telle, elle a été la voix leader pour faire progresser l'accès universel à et à l'utilisation de services financiers sécurisés, efficaces et abordables. Ils ont sensibiliser la population pour, dans ce sujet, être organisateur, encourager les leaders et soutenir les actions pour le développement de l'inclusion financière au niveau mondial, mais aussi au niveau du pays. Tout cela en collaboration avec des partenaires du secteur privé et du secteur public. Sur cette note, j'ai le plaisir de vous donner donc Sa Majesté la Reine Maxima avec son introduction liminaire. Mesdames et messieurs, COVID-19 a exposé l'impact dévastatif des risques non assurés pour les générations actuelles et à venir. La Banque mondiale estime que plus de 100 millions de personnes seront poussées dans la pauvreté extrême à cause de la pandémie. Les vulnérables et ceux qui ne sont pas assurés sont tout autant affectés. Sans l'accès à l'assurance, les personnes à faible revenu doivent avoir recours aux mécanismes de COVID pour pousser les enfants à travailler ou à vendre des actifs productifs. L'utilisation des économies, c'est aussi un mécanisme de survie pour faire face à ces chocs. Des données récentes de Gallup ont révélé que 50% des Chiléens, 47% des Ghanéens et 38% des adultes au Vietnam ont indiqué que leurs ressources financières dureraient moins d'un mois. Donc, il y a de la résilience de partout. Have a pivotal role to play in helping people cope with the impact of the pandemic. Many governments have responded to COVID-19
by giving money directly to citizens through digital channels. Désolé, donnez-nous un instant le temps de remettre la vidéo à l'écran à nouveau. Pour les solutions pour la promotion de la résilience sur le long terme au travers des économies et de l'assurance. Les assurances aident la société à faire face aux chocs importants, que ce soit en matière de santé ou en raison de catastrophes naturelles. Par exemple, une assurance a joué un rôle important dans la gestion de la dévastation du typhon Haiyan qui a frappé les Philippines en 2019 et a pris plusieurs milliers de vies. Dans une étude de 2019, il a été indiqué que ceux qui avaient un accès aux services financiers, y compris les micro-assurances, étaient mieux en mesure de reconstruire leur maison et repartir sur leur vie. Ceux qui n'avaient pas de versement des assurances ont dû avoir recours aux économies, à leurs actifs ou solliciter l'aide de leurs amis ou de leur famille. En encourageant cela, nous pouvons ainsi mieux réussir les objectifs de développement. L'utilisation des assurances facilite et encourage la gestion des risques. Cela aide les agriculteurs et les entrepreneurs à investir davantage et prendre moins de risques une fois que cela est fait. Ces résultats contribuent à autant de 17 ODD, la sécurité alimentaire, l'action climatique et la santé, entre autres. Davantage peut être fait par rapport aux solutions avec les assurances pour le soutien à la relance suite à COVID et la résilience sur le long terme. Les gouvernements et les organismes réglementaires pourraient adopter des lois et réglementations rapidement pour encourager des solutions d'assurance au niveau mondial. Dans une étude récente, les acteurs du marché ont souligné l'importance d'avoir des assurances qui soient proportionnelles aux risques et à la nature des activités impliquées. Ils ont également insisté sur les avantages d'intégrer ces solutions stimulées par la technologie. La technologie peut permettre aux réglementations, aux réglementeurs de pouvoir avoir plus de temps et soutenir la transparence. La réglementation doit être complétée par des infrastructures de paiement et de règlements de cas de sinistres qui soient plus clairs. Cela aide les segments vulnérables à avoir accès au financement plus facilement avec des coûts inférieurs et faire des mesures et rendre les choses possibles. Une solution stimulée par la technologie est de plus en plus commune pour s'assurer qu'il y ait une connaissance suffisante de la question numérique. C'est aussi important. Il y a un besoin donc pour les décideurs de sensibiliser davantage et des capacités de solliciter les produits d'assurance tout en créant des mécanismes de protection des consommateurs pour recours à cela. Ceci a identifié les limites des produits d'assurance traditionnels et nécessite des aides stimulées par la technologie. Par exemple, Apula, une compagnie au Ghana, a aidé les fermiers pour leurs fertilisateurs et leurs graines. Ceci a résolu des systèmes en place de coupons pour remplacer les graines qu'ils avaient perdues. Au Nigeria et l'accès au Ghana et dans d'autres pays, le lancement de produits d'assurance en 2019 pour moins de $200 pour l'assurance santé et de la vie. Ce sont des exemples qui sont conçus et définis avec l'idée des pays à faible revenu à l'esprit, avec la promesse ainsi de pouvoir réduire la protection dans les marchés plus importants. Avant de conclure, je vous donne un défi. Pour réaliser les ODD d'ici 2030, il est absolument essentiel d'accélérer les assurances comme étant un mécanisme de protection. Les recherches ont montré fortement les avantages des assurances pour la promotion de la résilience par rapport au choc et les vies des démunis. La COVID-19 a renforcé le besoin pour ces outils. Cependant, aujourd'hui, la plupart de la communauté financière inclusive s'est concentrée sur les paiements et les interventions communautaires. Donc, il est donc impératif d'améliorer ce type d'initiative et de développer des modèles qui peuvent être répétés de partout dans le monde. Le dialogue de A2I apporte une plateforme cruciale pour encourager cela. Et enfin, je vous souhaite des dialogues fructueux pour avoir un impact sur ce secteur et j'ai hâte d'apporter mon soutien pour les prochaines étapes. Merci.
Oui, je pense qu'on ne peut pas ne pas commencer sans remercier Sa Majesté la Reine Maxima pour son intervention à notre attention pour nous aider à faciliter la présentation à la discussion qui nous intéresse aujourd'hui. Je crois que nous avons entendu pas mal de termes dans ce message vidéo auquel nous allons probablement faire référence aujourd'hui dans le cadre des discussions, des choses comme la proportionnalité, l'interopérabilité, ce sont des termes importants, mais le point le plus important, selon moi, ce sont les partenariats innovants. Et quand nous considérons les partenariats innovants, je vois cela, le partenariat avec IAS et les IA2I est une d'entre elles, en fait, qui permet d'avoir une plateforme pour le dialogue, les discussions, mais aussi une opportunité pour les contrôleurs financiers d'apprendre et de se retrouver ensemble. Mais un des défis auxquels ils sont confrontés par rapport à l'inclusion financière dans le marché. Notre intervenant suivant est M. Peter Braumüller, directeur des autorités financières en Autriche, également président du comité de mise en œuvre de la FME, ainsi que président de l'initiative à l'accès à l'assurance, va nous apporter un message d'allocution pour nous apporter des éléments sur la discussion. Mais avant de faire cela, je voudrais répéter les défis que Sa Majesté la Reine Maxima a mentionnés. Tout le monde est d'accord pour dire que l'accès aux assurances est absolument crucial pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et j'espère que les discussions d'aujourd'hui apporteront des contributions pertinentes à tous les niveaux, national, international, régional, sur comment nous pouvons adopter des mesures concrètes pour accélérer ces progrès. Sur cette note, je me tourne vers la vidéo suivante de Peter Braumüller. Bonjour, bon après-midi et bonsoir au nom de la ICA et en ma qualité de président de l'initiative pour l'accès à l'assurance, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous les participants qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce dialogue public sur l'assurance et les objectifs de développement durable. Je regrette de ne pas pouvoir me joindre à vous en direct, mais je suis heureux de vous transmettre ce message vidéo et vous souhaiter la bienvenue à ce dialogue qui fait partie d'une série de webinaires que l'Initiative pour l'accès à l'assurance organise en partenariat avec l'AICA. Les contrats d'assurance remontent aux Babyloniens et étaient bien établis parmi les guildes de villes en Europe au XIVe siècle. Depuis lors, ces contrats ont joué un rôle unique et vital dans la société et dans l'économie, permettant ainsi aux individus, aux entreprises, aux ménages et aux communautés de gérer les risques. En outre, la protection contre les risques fournis par l'assurance est également un ingrédient essentiel de la croissance économique durable, permettant ainsi une prise de risque calculée et garantissant que nous puissions reconstruire lorsque des catastrophes surviennent. Les priorités de la AICA et le plan stratégique financier défini pour 2020-2024 identifient l'inclusion financière et le développement durable, ainsi que le changement climatique comme étant deux des 5 thèmes stratégiques clés susceptibles de façonner l'assurance dans les années à venir. Notre attention que nous portons à la fois au développement durable et aux risques climatiques est au cœur du mandat de l'AICA, qui est de soutenir nos membres dans la mesure où ils protègent les assurés et soutiennent des marchés d'assurance équitables, sûrs et stables afin de maintenir la stabilité financière. L'IAIS reconnaît que ces sujets sont complexes et que nous devons travailler en collaboration avec les parties prenantes intéressées si nous voulons réaliser des progrès significatifs. Prenons l'exemple de notre travail sur l'inclusion financière et l'accès à l'assurance qui est fondamental pour progresser dans la réalisation des ODD. Il y a un peu plus de 10 ans de cela, l'AICA a reconnu la nécessité d'une approche multipartite et s'est associée ainsi à des organisations de développement, des décideurs politiques et des donateurs du secteur public pour lancer l'initiative à l'accès inclusif, au financement inclusif. Une décennie plus tard, nous avons constaté des progrès dans la création d'environnements
environnement propice à l'élargissement de l'accès à l'assurance et à l'augmentation de la gamme de solutions de gestion de risques disponibles pour les segments de la population traditionnellement mal desservis. Plus récemment, l'IAIS, en partenariat avec l'ADI, a tenu la première réunion plénière de notre nouveau forum sur l'inclusion financière. Ce forum apportera assistance aux membres à partager des exemples de meilleures pratiques en matière d'inclusion financière. Les sessions d'échange entre pairs qui se tiendront plus tard cette année porteront sur les données relatives à l'assurance inclusive, l'éducation financière et à la compréhension des besoins des clients. En ce qui concerne notre travail sur le changement climatique, les contrôleurs d'assurance reconnaissent de plus en plus l'impact significatif que le changement climatique aura sur le secteur de l'assurance. Sur la base de cette reconnaissance, nous avons été l'un des partenaires fondateurs du Forum sur l'assurance durable convoqué par les Nations unies. Ce partenariat a permis de sensibiliser aux risques climatiques dans le secteur de l'assurance et se concentre maintenant sur l'aide aux superviseurs, aux contrôleurs pour intégrer le risque climatique dans leur cadre de supervision. En fait, nous en sommes aux dernières étapes de l'élaboration d'un document d'application sur le risque climatique qui sera, nous l'espérons, publié dans le mois à venir. En plus de nos partenariats clés avec le Forum de l'assurance durable, nous travaillerons de manière intersectorielle en apportant une perspective d'assurance aux travaux sur le climat du Conseil de stabilité financière et du réseau pour le verdissement des systèmes financiers, le NGFS. Enfin, permettez-moi de m'arrêter un instant sur COVID-19 et le déficit de protection. Outre le lourd tribut économique et social de la pandémie, la COVID-19 a révélé l'ampleur absolue du déficit de lacunes en matière d'assurance. À l'AIS, nous sommes en train de faire le point sur les mesures prises dans ce sens pour combler cette lacune de protection. Là encore, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ADI, notamment en organisant une série de webinaires qui ont exploré le déficit ou la lacune de protection contre ce risque pandémie. J'anticipe que ce travail contribuera également à éclairer la manière dont l'AICA aborde d'autres lacunes de protection, telles que le déficit important de protection contre les catastrophes naturelles et le déficit de protection des revenus de retraite qui s'accélère. Pour conclure, permettez-moi de vous dire que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et ceux qui se profilent à l'horizon exigent que nous travaillions en collaboration dans le cadre d'une approche véritablement multipartite. Il en va de même pour faire avancer l'action mondiale, promouvoir une croissance inclusive et mettre en œuvre des outils et des programmes qui intègrent l'assurance et renforcent la résilience. L'A2I et l'IAIS sont des forums essentiels pour faciliter cette coordination. Des efforts continus pour sensibiliser encore plus et partager les progressions fondamentaux. Ceci en même temps que le renforcement des capacités ainsi qu'un dialogue continu tel que celui auquel vous participez aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un dialogue instructif et engageant et j'aimerais vous remercier pour votre soutien et votre engagement continu. Merci beaucoup, Peter, pour cette allocution d'accueil et je crois que ce que nous avons entendu apportait des perspectives qui étaient complémentaires à la vidéo que nous avons eue de Sa Majesté la Reine Maxima. Je prends cette opportunité pour vous remercier, vous deux, d'avoir pris la parole et d'avoir fait cette allocution. Et à ce moment, je vais passer la main à ma collègue Anna Grant, directeur du secrétariat pour l'initiative à l'accès à l'assurance. Merci beaucoup. Merci, Connor. Merci pour votre allocution et pour les personnes qui représentent l'IAIS et d'avoir indiqué les priorités de notre association pour atteindre et satisfaire les défis auxquels ils sont confrontés avec des moyens concrets pour y parvenir avec la gestion des risques climatiques et les conséquences financières qui ressortent de cela, ainsi que à l'ordre du jour de l'accès à l'assurance. Et je crois que mes collègues ont partagé dans le chat certains des documents auxquels Peter faisait référence dans son allocution. Avant de présenter le groupe d'experts et d'encourager les discussions, nous aimerions avoir
une question de sondage au travers de Mentimeter et la question que nous aimerions vous poser, c'est sur les 17 objectifs de développement durable, lequel de ces 17 ODD pensez-vous est-ce que l'assurance a un impact les plus importants? Donc, pendant que je laisse cette diapo à l'écran et que vous répondez à cette question, je vais vous présenter les différents intervenants, les différents experts pour notre panel dans quelques instants. Nous avons 4 intervenants aujourd'hui qui représentent chacun un acteur clé dans le secteur de l'assurance. Ceci est important alors qu'on veut travailler vers les ODD et cela nécessite la collaboration de tous les acteurs dans ce secteur. Tout d'abord, je vous présente Craig Churchill. Il a plus de 2 décennies d'expérience dans le microfinancement, à la fois dans les pays développés et en développement. Dans le rôle actuel en tant que directeur du programme de finances sociales de l'Organisation internationale du travail, il se concentre sur le potentiel des services financiers et des politiques pour réaliser les objectifs sociaux. Au travers de son expérience en matière de microfinance et l'impact du système de l'Organisation internationale du travail, peut nous permettre de pouvoir développer des outils pour apporter l'aide aux pays en développement. Bienvenue à vous, Craig. Je voudrais également vous présenter Suzanne Holliday, conseillère principale à la Corporation des finances internationales, l'IFC, et à la Banque mondiale. Elle se concentre sur la technologie assurance et l'assurance pour les petites et moyennes entreprises et les femmes. Elle a occupé des postes dans différents conseils d'administration de l'assurance au Royaume-Uni, au Brésil, en Inde et est actuellement au conseil de Tribal Planet. Elle est l'auteur d'un rapport à venir avec la Banque mondiale sur la réalisation des objectifs de développement et nous avons hâte d'entendre quelques aperçus de ces recherches ultérieurement dans le cadre du panel. Bienvenue, Suzanne. Enfin, ensuite, je voudrais présenter Garance Wattez-Richard. Elle est PDG de Emerging Customers, une compagnie qu'elle a créée en 2016 qui a l'intention de protéger les populations desservies et des mal couvertes dans les pays à faible ou revenu moyen au travers des pays émergents. Elle a travaillé pour AXA, qui est un leader dans l'industrie pour rendre la pertinence de la protection pour les populations les plus démunies dans le monde entier. Ce serait bien d'entendre sa perspective dans le panel afin de pouvoir savoir quelles actions sont nécessaires pour que d'autres acteurs de l'industrie puissent se joindre à nos efforts. Et enfin, mais certainement pas des moindres, je voudrais vous présenter Christian Henning, un analyste principal pour l'autorité prudentielle en Afrique du Sud. Il est responsable pour les questions de durabilité et dans ce contexte, il va représenter l'industrie des assurances à court terme et le groupe de travail de l'Association des contrôleurs des assurances. Il est également président d'un groupe de réflexion sur le climat. La collaboration est importante. Ils ont un rôle important ici à jouer pour soutenir les efforts du secteur de l'assurance. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour pouvoir partager avec vous les activités conduites par les autorités en Afrique du Sud à ce sujet. Donc, regardons, je vais maintenant encourager nos intervenants à allumer vos caméras et je ne sais pas si nous avons maintenant le résultat de notre sondage. On m'a informé que les résultats vous seront partagés un peu plus tard. Donc, à la place de cela, je vous invite à rentrer directement dans la discussion de groupe et je voudrais ici commencer avec Garance. Comme nous l'avons entendu de nos intervenants tout à l'heure, que l'assurance est un élément favorable pour réaliser les ODD et beaucoup de secteurs d'activités d'acteurs soutiennent ces objectifs. AXA est un des leaders de l'industrie et rendre ainsi l'accès à l'assurance pertinente et accessible à la population du monde. Pouvez-vous partager des exemples sur que vous avez observé comment les solutions assurance ont pu permettre la réalisation des objectifs de développement durable? Merci, Hannah. Tout le monde peut m'entendre? Oui, 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 nous pouvons vous entendre. Très bien. Je prends donc cette opportunité de participer. Je vous remercie de m'avoir invité. Et en matière d'exemple, pour commencer, je pense
et de vous présenter des éléments d'ordre concret. Les assurances inclusives dans le cadre de protection contre les risques, c'est pertinent pour la réalisation de éradiquer la pauvreté, le premier objectif, mais au moins 5 autres objectifs de développement durable qui sont les partenariats pour réaliser ces objectifs. La pauvreté, je ne les dis pas dans l'ordre correct, peut-être pas de faim, pas de pauvreté, l'égalité des genres, croissance décente pour le bien-être et l'action climatique. Mais si on revient à mon premier point d'avoir un filet de sécurité pour les classes moyennes émergentes, donc pas en bas, mais juste au-dessus, pas tout en bas, mais juste au-dessus, ceci est essentiel dans la classe de la société. Donc les catégories de classe moyenne dans ces différents pays à faible ou revenu moyen, c'est essentiel pour les aider à sortir de la pauvreté. Ce dont il n'est pas souvent beaucoup parlé, que cette classe moyenne émergente, en fait, alimente d'autres aspects. On s'est intéressé à différents rapports et nous avons 100 millions de personnes chaque année qui tombent dans la pauvreté par rapport aux objectifs de CND par rapport à des raisons particulières ou imprévues et des circonstances imprévues. Un exemple particulier au Kenya, 40% des ménages qui étaient sortis de la pauvreté se sont retrouvés à nouveau dans la pauvreté 6 ans plus tard, qui vous montre vraiment que c'est tout aussi important de se concentrer au segment en bas de la société, si vous voulez, que sur le segment juste au-dessus. Je voulais partager avec vous quelques exemples sur les objectifs qui touchent à ces ODD. C'est un partenariat que nous avons avec AXA, avec la Fondation LEAD, qui est un organisme en Égypte qui s'intéresse à la pauvreté, l'égalité et la croissance décente. Et 80% de ce portefeuille, près de 92% sont des femmes, des micro-entrepreneuses, avec l'idée que lorsqu'il y a des provisions d'assurance, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de période d'attente, de maternité ou autre accident. Pour 90% des clients que nous couvrons au travers de cela, c'était la première fois qu'ils avaient accès à une telle politique et c'est un point très important. Comme vous le savez, vous n'avez pas souvent une deuxième chance de faire une bonne impression. Donc l'idée ici était de passer de 200 000 emprunteurs à 300 000 pour avoir une couverture familiale. 600 000 enfants seraient ainsi couverts. Qu'est-ce que cela fait? Ça autonomise les femmes de prendre soin économiquement de leurs enfants. Ceci inclut des dispositions pour la maternité, congé maternité ou autres pour la protection de la communauté LGBTQ et autres, des projets pilotes qui réduisent le temps et les charges, les fardeaux, etc. Nous le savons. Mais l'idée est de dire ceci, il faut que nous soyons innovants, qu'ils font des tests et ensuite ils font une mise à l'échelle et répètent. Ceci nous a permis d'atteindre près de 1 million de clients au travers de ce mécanisme, mais aussi avec un suivi qui est important dans le cadre de partenariats. Nous utilisons cela pour mettre en œuvre ceci avec différents MFI en Égypte. Et je pense que nous allons couvrir tout cela et ce serait bien si d'autres compagnies pouvaient participer à cela, d'autres sociétés. Et nous avons réalisé qu'avoir recours au crédit pour rembourser des prêts, des crédits, etc., nous permet d'avoir des contacts plus proches avec les populations que nous essayons de protéger. Merci, Garance. C'est un bon exemple. On peut comprendre pourquoi ces produits sont importants. Comme tu l'as dit, cela peut contribuer aux discussions comme celle-ci, mais il y aura d'autres idées qui vont être introduites et qu'il y aura ce type de protection des assurances qui peut être introduite. Oui, j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres exemples. Et il y a beaucoup de CTO parce que c'est de la propriété intellectuelle. Nous sommes en concurrence pour protéger les vulnérables, les personnes vulnérables, les plus pauvres du monde. Je serais d'accord pour ça. Il faut peut-être les mettre dans le four ensemble s'il y a différentes initiatives.
Mais peut-être d'ici 15 jours, 15 ans, on sera plus optimiste par rapport à ça. Oui, oui. Si vous voulez savoir davantage de choses sur ces mécanismes, ce que c'est en train de développer, Garance sera enchanté de partager cela avec vous. Contactez-la. Et maintenant, je vais passer à Craig. Qu'est-ce qui vous a frappé sur la pandémie actuelle? De quelle manière vous pensez que l'assurance peut soutenir les efforts de récupération et de relance dans les pays qui ont du mal à atteindre les ODD? Merci. Pour revenir un petit peu en arrière, par rapport aux différents défis qui ont été posés. Ce qui est intéressant, si on regarde les ODD, c'est qu'il y a un objectif dans la réalisation des ODD dans leur ensemble. C'est surtout le focus qui est sur la santé, pour que tout le monde ait une couverture universelle au niveau de la santé. C'est très intéressant pour la santé et pour l'assurance, et dire comment est-ce que cela affecte, quelle est la contribution de l'assurance par rapport aux ODD sur la question de la santé, la meilleure santé. On peut aider d'une manière différente selon les cas. Aider les gouvernements à mettre en œuvre des plans nationaux avec l'aide des organismes de mise en œuvre. Les parlements dans certains pays sont associés à d'autres parties prenantes pour la couverture sociale et sanitaire pour l'ensemble de la population. Et ils le font eux-mêmes. Il y a une distribution. Il y a aussi une prise de risque aussi des gouvernements, des parlements et des associés et des partenaires. Et aussi la santé des garçons et des filles. Un produit complet, global, c'est-à-dire des assurances médicales à travers ce que proposent les États. Et les assurances peuvent complémenter, supplémenter les fossés, les lacunes existantes dans les différents pays. Ça, c'est un angle, une perspective. Lors d'une pandémie comme celle qu'on a aujourd'hui, il y a effectivement une crise sanitaire mondiale qu'il faut aborder. Quelles sont les opportunités pour le troisième secteur, pour qu'il participe? Du côté de la santé, c'est là que nous voyons que c'est un domaine fondamental. Ça peut être surprenant, mais c'est une opportunité, mais c'est passionnant, c'est enthousiasmant aussi, c'est l'occasion de participer. Au lieu de dire « Oh, vous savez, la pandémie a été exclue de nos politiques », cela peut être inclusif aussi par rapport au système de santé. Il faut qu'il y ait une couverture sanitaire et une assurance sanitaire parce que cela propose beaucoup de bénéfices. Je crois que l'autre risque qui a émergé de la pandémie, c'était l'interruption de l'activité des entreprises. Il y a des secteurs qui ont dû s'arrêter complètement. Les restaurants, tant d'entreprises et de commerces qui ont dû fermer. Il y a eu un déséquilibre entre les différents secteurs de la vie professionnelle. Et parfois, c'est un petit peu tard. Les gens n'avaient pas de couverture ni d'assurance pour leur activité professionnelle et n'avaient pas pris de police d'assurance à l'époque. C'est une opportunité perdue, sans doute. C'est peut-être le moment d'éviter parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la nouvelle vague va arriver. Peut-être il y a peut-être des innovations par rapport à éviter le problème de la fermeture de commerce et d'entreprises. Il y a un fossé important là qu'il faudrait peut-être couvrir à l'avenir. Ce sont deux questions importantes à tenir en compte par rapport aux ODD et dans un temps de pandémie. Merci, Craig. On a parlé des ODD et le 17, surtout par rapport au partenariat, comment le secteur de l'assurance peut compléter le système de sécurité sociale. Oui. Et l'Organisation mondiale du travail est intéressée par le numéro 1. Oui, c'est une mention spéciale aussi.
ceci, je crois que c'est important. C'est là que nous avons les défis. C'est là cela dont vous parlez. C'est la couverture d'interruption. Et chacun joue son rôle comme on le devrait. Je crois qu'on peut poser la question à d'autres participants. D'autres peuvent participer pour partager certains exemples de couverture sociale et de santé en temps de pandémie, des produits qui déjà existent. L'AICA et l'A2I discutent de cela. On va le voir plus loin. La brèche de protection contre la pandémie. Il y aura des produits à proposer. Merci à Craig pour les exemples rapides pour comment l'assurance crée de la résilience et permet d'atteindre les ODD. Mais ceci n'est pas reconnu en dehors de notre secteur. J'aimerais revenir à Suzanne maintenant. Où sont les cols de bouteille pour établir le lien entre les assurances et les ODD? Comment on peut mieux intégrer l'impact de l'assurance? Comment gérer l'impact? Merci de m'avoir invité à participer dans ce séminaire si intéressant. Comme tu l'as mentionné dans ta présentation, à la Banque mondiale, nous avons travaillé là-dessus et nous allons préparer bientôt un document. Donc, comme contexte, j'aimerais donner aux participants une idée de la manière dont on a procédé. Il y a eu beaucoup de recherches et d'études qui ont été réalisées sur les assurances et les ODD, mais nous avons vu qu'il y a différentes dimensions. D'abord, penser aux mécanismes de transmission vers les foyers, les entreprises et le secteur public qui a déjà été mentionné. Ensuite, nous avons vu quel est l'impact sur la croissance économique et l'inclusion sociale et la partie climatique. Que faisons-nous vraiment, réellement, du point de vue des entreprises et des compagnies d'assurance, que font-elles? Nous l'avons divisé en 3 domaines. Les investisseurs, les évaluateurs et les entreprises, les décideurs et les employeurs. Donc nous avons, avec tout cela, tenté de voir où on peut se situer. C'est une opinion qualitative, mais les assurances, où peuvent-elles donner un peu plus grand impact? Curieusement pour nous, ce n'était pas à l'objectif 8, c'est le seul où l'on mentionne explicitement cet impact, mais dans le 13, l'action pour le climat, le 11, les villes durables, 3, santé, 10, réduction des inégalités. Nous avons découvert d'autres encore ODD, finir avec la pauvreté, 8, croissance économique, travail décent, et le numéro 2, sécurité alimentaire et lutte contre la famine. Et c'est là que les assurances ont la plus grande probabilité de jouer un rôle clé. Ça, c'est un de nombreux objectifs. Alors pourquoi? Pourquoi ceci ne se produit pas plus souvent et de façon plus généralisée? Je pense qu'il y a quelques problèmes. D'abord, on considère que Craig et Hannah nous ont parlé d'exemples très spécifiques sur l'impact. Si le secteur et toutes les parties prenantes regardent, elles ne sont que des spectatrices, hein, et ça, ce n'est pas une action. Et il faut choisir des objectifs, choisir les meilleurs objectifs où on peut avoir un impact vraiment en tant qu'assurance. Et l'IFC le fait lorsqu'on voit les investissements. Et a priori, on voit les impacts sociaux des entreprises. On ne peut pas dire « Ah, c'est excellent, on va avoir un impact positif, génial ». Non, il faut choisir, il faut faire des choix spécifiques pour les entreprises et pour le marché et être explicite. Ceci contribuerait à faire avancer les choses. Quant aux défis, on a des défis. Les choses sont ainsi. Le rôle de l'assurance, c'est quoi? Il y a des clichés par rapport à ce qui est mesuré, par rapport à ce qui est fait. Et les clichés sont là pour des raisons concrètes. Il serait intéressant que les sociétés, les entreprises puissent se regrouper autour d'un certain nombre de définitions. Parce que si l'industrie ne reçoit pas
de crédit. Et si les investisseurs et les gouvernements et les régulateurs et les ONG et d'autres parties prenantes ne voient pas vraiment ce que fait l'industrie des assurances, alors vraiment, cela ne va pas encourager les entreprises à se focaliser là-dessus. Donc, je pense que voici un certain nombre de choses qui potentiellement peuvent être abordées. Effectivement, merci beaucoup, Suzanne. Tu as mentionné des points importants. Je crois que le point de départ, ou un des points de départ, c'est que nous voyons les ODD en eux-mêmes. Et je crois qu'il y avait 169 indicateurs qui ont été développés. Les pays, les gouvernements cherchent quel est le progrès fait par rapport aux ODD. Et tu disais que l'assurance n'est pas inclue là-dedans. Oui, il y a une mention de l'assurance quelque part? Dans le 8, oui. C'était un peu ironique de voir ça, parce que c'est incroyablement important. Mais il y a d'autres ODD qui étaient encore plus importants par rapport au niveau de l'assurance. C'est vrai. Je pense qu'il faut voir la nécessité de mieux comprendre l'impact. Et nous sommes passionnés de voir le rapport qui va être publié bientôt. Et il y a 2 semaines, on a publié un impact en regardant l'impact de le secteur des assurances sur les ODD. Dans une perspective de supervision, de contrôle, nous avons développé des indicateurs clés de performance. Nous avons identifié 9 des ODD clés et certains indicateurs de performance que les contrôleurs peuvent utiliser afin d'avoir une meilleure image générale de l'impact que le secteur des assurances peut avoir sur les ODD dans leurs pays respectifs. Nous avons peut-être rédigé cela d'une autre manière. On n'a pas choisi les mêmes par rapport à toi, mais il faut travailler en collectif, ensemble, afin d'avoir une vision plus générale de l'impact du secteur assurance. Mais cela nous montre le besoin d'être ensemble. On ne peut pas tous travailler sur tout à la fois. Il faut choisir des éléments clés, des objectifs clés et attirer l'attention de tous ceux qui font les politiques. Je vais vous donner la parole maintenant, Christian, pour entendre votre perspective, les défis d'intégrer les ODD. Comment est-ce que vous avez dépassé les défis comme le manque de données ou de recherche? Christian. Merci, Hannah. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci encore pour cette opportunité de faire partie de ce webinaire aujourd'hui dans la présence de Sa Majesté la Reine Maxima et d'autres personnes. En tant que contrôleur des assurances, nous regardons un petit peu ce qui se passe dans les différentes institutions de financement d'assurance. Et on voit que l'inclusion et la stabilité financière, c'est un des thèmes les plus importants actuellement, on le reconnaît. Que cela dépend d'un contexte socio-économique sain et un système financier sain. Donc, si nous avons tout cela en place, des institutions financières saines, solides, et qu'elles vont protéger les vies et l'économie des gens, c'est important. Il faut avoir un bon environnement. Les ODD sont très importants pour cela, parce que cela regroupe des objectifs que nous voudrons atteindre afin d'obtenir à la fin un environnement socio-économique sain et solide. Et aussi un environnement sain. Ça, c'est très important, mais pourquoi c'est un défi pour les contrôleurs des assurances? Il faut intégrer cela dans nos cadres d'action. Il y a beaucoup de raisons, mais je vais en citer quelques-unes qui sont, à mon avis, très importantes. La première, c'est l'être conscient et la sensibilisation. Je ne veux pas dire qu'être conscient des ODD ou du rôle ou des buts impliqués par les ODD est suffisant. Il faut être conscient de ce qui se passe. Lorsqu'on détermine des objectifs stratégiques dans notre mandat de contrôle des assurances, parfois ce n'est pas clair. Parce que si on n'arrive à pas atteindre ces objectifs, cela peut aussi ne pas nous permettre, nous, d'avancer vers
vers la réalisation des objectifs. Il faut créer des liens forts entre les objectifs et le système financier. Quel est leur impact sur le système financier et c'est aussi sur l'environnement et la nature. Il faut savoir de plus en plus comment le secteur assurance peut agir et comment on peut être mieux accepté. Ça sera de plus en plus facile pour nous d'intégrer cela dans nos objectifs personnels et dans notre travail quotidien. Un autre aspect important, c'est l'opérationnalisation, l'intégration dans les stratégies. Les superviseurs, les contrôleurs doivent avoir des spécialistes de risque. Il faut voir quel est le risque par rapport à certains ODD. Ceci est lié au système financier et plus spécifiquement avec les différents risques que les employés doivent assumer. Les contrôleurs doivent aussi se concentrer sur cette question. Par exemple, quand ils parlent à leurs institutions d'une perspective in situ, mais aussi à l'extérieur. Je vais aborder cette question un petit peu plus tard. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu mieux la manière dont les ODD peuvent avoir une influence réelle sur le système financier? Je crois que dans l'essentiel, il s'agit de parler de cela, de cette influence. Lorsqu'on parle de données et de la recherche, je parle plutôt de ressources. Chacun des ODD sont un thème très étendu et il faut consacrer beaucoup de temps pour comprendre comment ils peuvent contribuer effectivement ou peuvent endommager ou faire aller au détriment de nos objectifs. Ensuite, une éventuelle interaction entre les ODD eux-mêmes en s'assurant que nous n'allons pas réussir à en atteindre un au détriment de l'autre. Et donc, il faut essayer de les atteindre en harmonie dans la mesure du possible. Ce qui est important, c'est de ne pas trop penser, pas trop se compliquer la vie, mais de commencer de façon simple, faire du simple et montrer des actions tangibles. Probablement, cela ne serait pas possible pour un contrôleur d'avoir des équipes de recherche et de données complètes pour pouvoir les attacher à chacun des ODD. C'est peut-être trop. Il faut chercher à l'extérieur. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées déjà. Il s'agit de regrouper et d'associer ces recherches, ces études et voir comment cela peut avoir une influence dans les données que nous allons collecter et voir quelle est notre perspective par rapport à ces études et ensuite ajouter ceci et être en lien avec des conversations académiques, avec des groupes de recherche, etc. Je dirais que les équipes dédiées et spécialistes par rapport à la durabilité et au développement durable peuvent aider à faire bouger ces initiatives et aider les contrôleurs. Les contrôleurs de première ligne, les spécialistes et les experts peuvent avoir un temps spécifique également pour mieux tenter de comprendre de ce que cela représenterait pour leur travail. Ceci dit, pour mieux comprendre cette question et pour avoir une recherche significative, cela ne peut se faire qu'avec des données de qualité disponibles. Donc, disponibilité des données de qualité. Dans ces termes, j'aimerais parler de la disponibilité. Parfois, on manque de données et je dirais encore plus. Je dirais que c'est un manque de données de qualité et de données pertinentes. C'est un domaine qui s'est beaucoup amélioré depuis 30 ans et je crois que ça s'améliore toujours. La question est ici, à part le besoin d'avoir des données pour informer sur les pratiques de contrôle et de supervision des assurances, je pense que nous devons voir comment contribuer, nous, à cela, à cet ensemble de données, comment apporter des données et améliorer nos rapports privés, d'abord afin de donner de bonnes données à l'industrie et apporter quelque chose à la conversation. Il ne s'agit pas seulement de disponibilité de données, mais de partager les données qualitatives. Il y a un manque de données, c'est un défi, certes, mais certains des éléments influencent mutuellement, parfois avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, et il faut nous assurer qu'on a une bonne compréhension de où on peut vraiment trouver les bonnes données lorsqu'on en aura besoin, trouver les bonnes sources de données. Probablement, on peut faire quelque chose et une idée serait de créer des plateformes de diffusion de données afin de partager les informations, des dépôts nationaux de données ou des bases de données. C'est quelque chose qui va être prévu à l'avenir, mais en tant que point de départ, un dépôt de données indexées au moins, afin d'avoir une bonne idée d'où on peut trouver ces données et des éléments d'information de qualité. Et enfin, mais ceci n'est pas le moins important, c'est la qualité des données en elles-mêmes. Comment contribuer à améliorer la qualité des données, des data? Je crois
que ça serait un petit peu mon résumé. Et on pourrait faire peut-être autre chose pour intégrer les ODD et notre travail en tant que contrôleur. Merci beaucoup, Christiane. Oui, je viens d'entendre dire que nous devons travailler ensemble pour avoir une meilleure qualité de données, mais ce n'est pas seulement les données collectées. Ça peut être une amélioration de la qualité des données que nous avons déjà, pas seulement ce que l'on va trouver utiliser à l'avenir. Donc, même sans les données, il y a du travail que peuvent faire les contrôleurs d'assurance et prendre des initiatives pour développer des dépôts nationaux de données ou des bases de données nationales. Et ceci me mène à la question suivante pour Suzanne. Comment est-ce que les mandats des superviseurs, les objectifs des politiques et les objectifs de l'industrie peuvent mieux s'aligner dans le secteur? Oui, ceci ajoute beaucoup à la conversation que nous avons eue il y a 2 minutes. Ceci a à voir avec la communication et la collaboration. Je sais que c'est clé. Je crois au niveau, il devrait y avoir une meilleure compréhension du rôle que chacune des parties prenantes a à jouer pour atteindre et réaliser ces objectifs et quelles mesures à mettre en place. Pour l'impulser, pour le faire bouger, il faudrait qu'il y ait un engagement de chacune des parties prenantes afin que l'on voit qu'est-ce que cela voudrait dire d'atteindre les ODD à partir de leur contexte et partager l'information sur les différentes parties et ce que fait chacun sur les réglementations et les innovations. Ça, c'est très, très important. Parce que il y a aussi un engagement pour voir les objectifs futurs. Ceci est en ligne avec la direction que prennent chacune des parties prenantes. Je pense que les indicateurs, c'est le plus important. Avoir les bons indicateurs et avoir le temps de les mettre en place. Combien de temps il nous faut pour atteindre ces objectifs? Il faut trouver des opportunités pour développer des alliances, des partenariats, des programmes dans la mesure du possible pour transmettre le message au public. Dans une perspective actuelle, les contrôleurs d'assurance doivent prendre en compte quel est le rôle pour la réalisation des ODD. Ça doit être dans leur cadre de travail. J'essaie de penser en 2 termes. Le cadre réglementaire qui est séparé du contrôleur. Nous devons nous poser quelques questions. Est-ce que le cadre de supervision de contrôle prend en compte les risques associés à ne pas atteindre les ODD? Le cadre réglementaire ou législatif est suffisamment flexible pour permettre de profiter des opportunités de l'industrie des assurances parce que cela peut contribuer à atteindre les ODD. Il faut être flexible. Est-ce que notre système et nos process sont flexibles vraiment et souples dans ce sens? Je crois que le processus réglementaire peut nous aider à accélérer nos démarches et je pense que cela pourra être mis en place le plus vite possible. Il y a 3 piliers dans le cadre réglementaire. D'abord, l'exigence d'avoir un capital, les conditions du capital. Il faut nous penser au calibrage. C'est très pertinent. Il faut voir quelle est la situation du risque avec l'information que nous avons actuellement sur les ODD. Pour le pilier 2, comment améliorer nos conditions par rapport à la gestion des risques et par rapport à ce que font les assureurs. Là, il y a peut-être un guide approprié au niveau réglementaire. Qu'est-ce que les entreprises doivent voir de nous? Comment est-ce qu'elles considèrent les ODD? Et créer une conscience par rapport à quelque chose qui soit plus conforme au mandat et par rapport au pilier 3, est-ce qu'on peut améliorer notre système de reporting, pas seulement pour les rapports privés, mais aussi pour améliorer nos conditions de rapport public et de reporting, afin que l'information puisse atteindre correctement les parties prenantes. Dans le cadre de supervision, je pense que le rôle des contrôleurs d'assurance pour les ODD, ce rôle doit être bien communiqué et bien compris par les parties prenantes. Les rôles et les responsabilités des contrôleurs peuvent être améliorés pour comprendre les attentes, comprendre le rôle spécifique pour pouvoir atteindre les ODD. On peut le voir ici. Quel est le rôle qu'on peut donner aux spécialistes et aux contrôleurs pour qu'ils soient mieux interconnectés dans une perspective extérieure et interne? Merci beaucoup. Et je suis content parce que nous avons toujours Connor avec nous de l'IS, de la
l'AICA, il y a des points très importants, comment s'aligner avec les ODD et par rapport au mandat des superviseurs, de contrôleurs, la valeur d'échange entre les contrôleurs afin d'avoir une idée de la manière dont cela peut être atteint. Je crois que l'AICA peut jouer un rôle clé et pour l'alignement avec les ODD, avec le mandat de stabilité financière de protection du consommateur. Et ma question suivante, c'est une question que je vais poser à Susan et à Garance. Est-ce que les assurances sont plus accessibles maintenant pour atteindre les ODD, pour améliorer l'impact? Oui, j'ai beaucoup travaillé dans les nouveaux modèles d'entreprise et j'aimerais voir ce qui vient d'être dit sur le mécanisme de protection des consommateurs, parce que ça fait 33 ans depuis que j'ai commencé à travailler dans l'industrie, je connais pas mal de choses. Il faut reconnaître qu'il y a la protection du consommateur, mais aussi un lien avec l'accès au prix qu'on peut payer. Vous êtes sans doute d'accord que les deux extrémités sont mauvaises, mais la question est dans le spectre où vous établissez les réglementations dans les différents pays. Est-ce que ceci a été abordé? Oui, d'une manière différente. Mais dans ma perspective, les gens doivent constamment avoir cela en tête. Est-ce que la réglementation essaie de protéger les usagers, mais c'est très cher. Les processus sont très lents, très bureaucratiques. Et ceci veut dire que dans certains groupes n'ont pas d'accès aux assurances. Et les consommateurs sont passifs et ils ne peuvent pas avoir accès. Mais il y a aussi des groupes, par exemple, plus petits comme les femmes. Moi, j'adore parler de ce domaine dans l'ensemble du travail des assurances et du contrôle des assurances. Mais il faut comment apporter ces assurances à ces groupes. Cela ne veut pas dire que c'est un mot pas très accepté, regroupé, mais comment faciliter un accès groupé à l'assurance? Qui peut distribuer les assurances et comment? Parfois, on ne permet pas à certains produits qui puissent être vendus de façon digitale, mais pour moi, en 2021, ça n'a pas de sens de ne pas accéder aux produits digitalement. Ça a été déjà mentionné. La réglementation, par définition, sera toujours derrière les réalités. Il faut un bond en avant pour l'utilisation du digital, des différents business models post-Covid et toutes les opportunités qui apparaissent là. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Ce que je demande, c'est qu'il y ait un équilibre entre avoir des réglementations et la protection des gens, mais que ce ne soit pas si long, si lourd, parce que c'est difficile. Il y a des gens qui n'accèdent pas aux assurances ou ne veulent pas parce que c'est trop lourd. Merci beaucoup. Cela fait référence à ce que Sa Majesté nous parlait d'avoir des réglementations qui soient proportionnelles. Mais trouver un bon équilibre entre le développement du marché et la protection du consommateur est un vrai défi en soi également. Je vous pose la question également, Craig. Est-ce que les assurances doivent être plus accessibles afin de réaliser les ODD? Dans le contexte de la collaboration et des partenariats, je pense qu'il y a deux ensembles de partenariats que je veux mettre en avant. Le premier est le partenariat dans la distribution, qui est un élément des plus importants dans l'ensemble, n'est-ce pas? Et l'autre élément, ce sont les nouveaux acteurs dans la distribution. Et je crois que ce qui est important, ce sont les modèles qui évoluent. Nimbo, Syntex proposent de nouvelles idées, de nouvelles approches très proches des sciences technologiques. Le patrimoine des assurances a eu quelques difficultés à suivre la cadence pour déterminer comment faire cela. Il y a donc deux choix. Soit vous êtes partenariat avec Syntex et vous travaillez avec eux, ou bien
vous les rachetez donc, et de développer vos solutions en interne, n'est-ce pas? Vous-même. Et donc, j'essaye de trouver avec une perspective de supervision, est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients par rapport à ces différentes options? Je suppose que un des avantages principaux d'une assurance qui achète Index est que l'assurance peut alors avoir tout le contrôle nécessaire sur cette technologie. Et plutôt que cette technologie soit utilisée pour élargir le marché, comme on le voit généralement, l'assureur peut racheter ceci et peut ainsi saisir, capturer les besoins. Et donc, je crois que c'est un des points intéressants par rapport au partenariat auquel il serait intéressant de s'intéresser. Le deuxième groupe, peut-être pas groupe, mais ensemble peut-être, ou type de partenariat, ce sont les partenariats privés-publics, c'est-à-dire s'intéresser à comment le gouvernement aborde le secteur d'assurance en tant qu'allié potentiel pour atteindre les objectifs qu'ils ont définis, en particulier les ODD. Et cela s'est passé en particulier dans deux domaines, le secteur agriculture et l'assurance pour le climat, et le deuxième élément est l'extérieur que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais je crois que pour les assureurs, je crois qu'ils doivent réfléchir à comment ils se positionnent par rapport aux différents groupes impliqués, les gouvernements, comme ça, ils peuvent avoir un élément de confiance, comme ça, les gouvernements peuvent travailler avec eux, et les assureurs peuvent jouer un rôle intéressant une passerelle intéressante entre l'industrie, les décideurs politiques et l'espace de santé, etc. Et vous essayez de déterminer comment votre industrie peut participer à la réalisation des objectifs du gouvernement. Je sais que ce n'est pas le rôle typique d'un superviseur, mais si vous considérez les deux en même temps, la création d'une telle passerelle avec les décideurs politiques, on peut avoir une idée sur comment le secteur peut apporter son assistance dans la réalisation des objectifs. Je crois que c'est très stimulant et j'aimerais bien savoir si vous avez des exemples de ceux qui ont déjà travaillé dans ce domaine pour permettre que cela puisse être établi et permettre ainsi au secteur d'aider sur différents aspects dans le cadre de la collaboration avec les assureurs. Merci, Craig. Et Christian, vous avez mentionné, je crois, deux points par rapport à votre approche, par rapport au FinTech et comment cela quand ils arrivent sur le marché et aussi les interactions que vous pouvez avoir avec les décideurs politiques et de mettre en avant le rôle crucial que les assurances jouent ici et apporter ou rendre possible le dialogue entre les pays et, et comment les assurances peuvent jouer un rôle plus important dans ce sens. Oui, je crois qu'il y a deux, trois commentaires assez intéressants qui ont été mentionnés. Je crois qu'ils se retrouvent dans cela. Et je pense que, en fait, la focalisation devrait être toujours pour l'assurance d'apporter des services d'assurance. Et je crois que plus vous vous éloignez d'essayer de protéger les moyens de subsistance et les vies et que vous essayez de vous protéger dans l'investissement, dans le FinTech ou l'élaboration de FinTech, vous risquez de perdre un peu votre focalisation par rapport à ce qui est important dans le cadre de vos objectifs, dans le sens de la protection des individus et des moyens de subsistance. Et je crois qu'il y a un rôle cependant que les assurances peuvent faire pour stimuler cela et les FinTech vont jouer un rôle important, majeur sur comment nous allons aborder les assurances dans l'avenir et comment l'assurance peut être apportée aux personnes qui sont exclues sur le point de vue financier aujourd'hui. C'est un rôle crucial et je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment nous impliquer en tant que superviseurs. Juste un exemple, ou en tant que contrôleur, pardon. Et donc, dans notre cas, nous avons une solution très innovante dans une assurance dans le secteur FinTech qui travaille dans cet environnement, Sandbox, qui essaye de s'appuyer sur l'inclusion agricole et cet espace et comment nous pouvons élaborer des produits qui peuvent être légiférés d'une manière en Afrique du Sud. C'est quelque chose qui est dans notre radar en matière de
un point qui a été soulevé par Suzanne par rapport à la réglementation proportionnelle. Ceci est un très bon point. En Afrique du Sud, en fait, nous avons établi des assurances, des réglementations pour les micro-assurances. Nous donnons des licences pour des compagnies de micro-assurance et l'objectif de ces compagnies est d'avoir des cadres réglementaires qui sont simplifiés, plus simples et pour permettre ainsi de réduire les coûts et aussi améliorer ainsi l'accès à l'assurance par ce moyen. On a vu un progrès par rapport à cela, mais je crois qu'il y a encore beaucoup qui peut être réalisé en allant de l'avant alors que nous développons notre connaissance. Mais je crois que c'est un très bon point entre l'équilibre entre la protection automatisée et inclure davantage de monde et cet élément d'inclusion est de plus en plus important et que ces lacunes soient couvertes et élargies et comblées. Merci beaucoup, Garance. Je reviens vers vous. Ça fait un moment que je ne suis pas venu vers vous. C'est la même question que j'ai posée à Suzanne et Craig dans le cadre d'encourager les collaborations et les partenariats. Est-ce que c'est la manière d'aller de l'avant pour que les assurances puissent être impliquées pour l'accès et la réalisation des ODD? Je crois que c'est un des rôles essentiels, mais avant de cela, je voulais insister sur le fait que je suis tout à fait d'accord avec ce que Christian a dit. Et c'est vrai qu'on voit cette tendance en Afrique du Sud, mais aussi en Algérie et dans d'autres pays. Et ce serait très bien si ces meilleures pratiques pouvaient commencer à être utilisées en Asie et dans d'autres régions du monde et pouvoir ainsi considérer les possibilités d'avoir des organismes autonomes qui peuvent permettre ainsi des compagnies de micro-assurance qui pourraient être créées. Je ne sais pas à quoi ressemblerait la réglementation, mais cela serait très dommage s'ils ne pouvaient pas avoir des licences ou des permis pour pouvoir le faire dans différents secteurs. Et je crois que le soutien ici de différentes parties prenantes sont absolument nécessaires. Ce sont des propositions très concrètes. Oui, ils ont éliminé certaines exigences pour les assurances de compagnie. Oui, ils ont simplifié pas mal de choses, mais nous devons trouver des points composites par rapport à cela et de ne pas limiter la Commission à des niveaux trop faibles, parce que cela aura l'effet opposé. Et si vous travaillez sur des commissions de 5 par exemple, personne ne veut souscrire à des assurances de micro-assurance, il n'y aura pas de partenaires qui voudront travailler avec des commissions aussi basses, n'est-ce pas? Et donc, ceci est vraiment dans les détails, n'est-ce pas? C'est une expression pour dire qu'il est important de s'intéresser aux détails, mais je crois que Christian a été tout à fait raison en disant, en accentuant sur ces points-là, un partenariat, ce n'est pas la panacée, d'accord, mais c'est un moyen essentiel pour aller de l'avant parce que nous savons que l'assurance inclusive est dépendante d'un modèle opératoire sur des volumes importants et des premiums assez élevés. Ceci a été répété encore une fois et ce sont ce type de partenariats privés et publics qui peuvent permettre d'atteindre l'échelle qu'on peut avoir. Si on regarde le parcours qui a été réalisé jusqu'à maintenant, en 2000, on parlait de l'inclusion assurance qui soit partagée au travers de MFI. C'était un produit très innovant qui a été fait avec une association, une institution en Égypte, mais aussi les compagnies d'assurance ont travaillé sur des projets innovants dans cet espace des assurances. Mais la panacée, ensuite, c'était les MNOs, les TOCOs, en raison de l'échelle qui aurait pu nous permettre de multiplier par 10, 100, 1000 fois ce que nous avons actuellement grâce au MFI. Et si on considère les projets clés qui ont été menés en Inde ou dans d'autres pays, en moins de 3 mois, ils ont atteint 30 millions de clients dans ce secteur en utilisant les assurances et ainsi fait des progrès. Je crois que nous arrivons maintenant dans une troisième phase par rapport au type de partenariat, en tout cas dans le secteur privé. L'économie numérique, les partenariats avec l'économie numérique qui nous permettraient et d'avoir une portée plus élargie, le pouvoir des données, une efficacité au niveau des coûts et du modèle opératoire. Et nous savons, je sais que vous le savez aussi très bien, que dans les pays émergents, et de plus en plus cela se fait, les populations à faible revenu moyen travaillent principalement dans le secteur informel. Donc, contrairement à la protection sociale où cela est ressorti initialement dans le contrat de travail, ils aiment des protections automatiques et des avantages pour les salariés. Et ce que nous voyons est que nous essayons de nous appuyer sur le développement de l'économie du geek, l'économie
informel. Et ce que cela nous permet de pouvoir donner aux populations dans le secteur de la mobilité et des livraisons. Et nous parlons ici de dizaines et dizaines de millions de personnes qui travaillent dans ce secteur. L'idée ici est qu'une fois nous avons eu une portée avec eux, un accès, nous devons travailler sur ce qui les protège hors ligne, au-delà de leur travail. Si je prends l'exemple de notre partenariat avec Uber, en référence à la croissance et croissance décente et de pas pauvreté, nous nous assurons que les 130 000 pilotes qui ont des assurances au tiers de protéger les conducteurs durant leur déplacement. Et ceci est important dans le cadre du partenariat. Cela nous permet de commencer la raison d'être du client, des partenaires, mais cela nous permet aussi d'aller au-delà par rapport à ce qu'ils font le matin, le soir ou le week-end, avec leur famille, avec leur communauté. C'est le point d'entrée, en quelque sorte. Auparavant, c'était les crédits, les prêts, dans mon premier point sur les institutions de prêt, et maintenant, qu'est-ce qui est important pour eux dans le cadre de leurs activités, comment nous pouvons élargir cela. Dans le cadre du partenariat Uber, c'est une question de réduction des frais hospitaliers durant des accidents durant leur travail et de réduire ainsi les responsabilités pour les employeurs. Ce que nous faisons, nous apportons des téléconsultations, protection des appareils mobiles, d'autres choses, l'assurance pour les motos, pour les vélos, le dépannage et autres. Ceci est si important pour les moyens de subsistance de ces partenaires. Je rentre beaucoup dans les détails peut-être, mais lorsqu'on considère la réglementation, c'est le bloc essentiel au développement de ce marché. Le deuxième point, c'est la distribution. Pour revenir à votre point, on ne parle pas seulement de partenariat au niveau du secteur privé, mais aussi du secteur public. Et je crois que Craig en a déjà parlé, mais dans le souci de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais indiquer la collaboration au niveau du secteur public est absolument essentielle également. Merci Garance d'avoir partagé ce très bel exemple avec nous et comment l'amélioration des chaînes de distribution peuvent améliorer l'accessibilité ainsi que la conception, améliorer des produits. Ce sont des exemples concrets. J'ai une autre question, mais avant de faire cela, je voudrais me tourner vers le chat. Est-ce que nous avons reçu pas mal de commentaires et de questions qui nous ont été soumises? Je vais lire une question qui a été soumise par Dave Schneider, qui est pour vous, il me semble, Christine. Donc, pour que l'assurance joue son rôle désiré, ils doivent être en mesure de pouvoir régénérer du profit et éviter la faillite. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce contexte et dans le contexte des ODD pour y parvenir? C'est une question assez difficile dans le sens que oui, les compagnies ont l'intention de générer du profit, bien sûr, mais je pense que il y a une combinaison de différents éléments. D'un côté, pour apporter des solutions efficaces et abordables pour une population élargie, il y a nécessité d'approcher la question des règlements, des réglementations, juste sur le fait que la protection actuelle n'est peut-être pas adéquate et afin de pouvoir générer toujours du profit à ce niveau-là, à ce faible niveau d'assurance, cela peut devenir très délicat. Et je crois que c'est l'endroit où nous devons réfléchir fortement sur à quoi cela pourrait ressembler, ce cas de travail, à quoi cela pourrait-il ressembler, avec la protection de l'assurance et la conduite du marché. Nous pouvons communiquer clairement concernant les différences et leur signification en matière de protection. Je crois que ceci est le problème que nous avons avec le cadre de protection réglementaire, avec les politiques d'assurance lorsqu'on parle euh, de, de plaintes et autres. Et je crois que ce sont des points très importants à équilibrer. Un autre point que je voudrais ajouter sur ce sujet, mais cela m'a échappé. Peut-être que si cela me revient, je reviendrai en parler un peu plus tard. Merci beaucoup, Christian. Pas de problème. Je vais maintenant passer à quelques autres questions et commentaires sur le manque de recherche et de données disponibles. Une question est la suivante. Comment pouvons-nous s'assurer que les assurances sont résilientes au risque, soient reconnues dans les indicateurs dans la mesure de la réalisation des ODD? Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question?
Je crois, c'est Garance, je crois, cela fait partie de la question suivante que vous allez poser. Donc, je pense que c'est un bon moyen de transition et je ne crois pas qu'on n'a pas besoin d'aborder ce processus actuellement auquel on va répondre, mais c'est important, c'est intéressant que ces trois indicateurs soient indiqués dans cet ordre. Je ne sais pas si je les ai appris correctement et j'ai parcouru les détails des EDD. Comme je l'ai mentionné, l'assurance est un des objectifs qui n'est pas inclus dans les 231 indicateurs qui permettent de mesurer les progrès. Le risque est mentionné 3 fois et c'est seulement 6 de ces indicateurs uniques et la résilience est mentionnée une fois et n'a pas été indiquée dans les indicateurs. Donc, c'est vrai que nous avons pensé avec vous, Anna, par rapport à l'idée de les intégrer dans nos indicateurs et je sais que Craig a eu cette idée à l'esprit d'avoir un point de vue collectif de l'industrie. Nous devons développer un système d'adoption mondiale de l'assurance avec l'idée de pouvoir ainsi suivre les progrès, d'avoir un point de contact qui pourrait être très complémentaire à d'autres choses, activités que comme Craig le fait, qui sont essentielles en matière de formation, d'innovation, ainsi de suite. Et ce serait un moyen de faire le suivi, en fait. Et ce n'est pas possible de faire le suivi s'il n'y a pas des moyens de suivi. Donc, l'idée serait de faciliter, qu'il y ait un facilitateur ou quelqu'un qui encourage de pouvoir encourager l'adoption des assurances de manière similaire à ce qui a été fait avec le système financier, avec Syndex, qui sont des mesures qui sont prises tous les 3 ans, qui pénètrent la pénétration donc, des services bancaires dans les différents secteurs. Mais les silences de l'assurance est très fort actuellement. Et donc, je crois qu'il y a un besoin de définir des objectifs et des mesures au niveau de l'assurance qui puissent être traduits par les compagnies avec leurs salariés et les différents individus et définir des objectifs collectifs. Je ne sais pas si c'est trop détaillé, mais par exemple, si on s'intéresse à ce que AXA fait, et vous pouvez me remettre en question si vous n'êtes pas d'accord avec cela, mais les partenances en matière de DGSI qui donne un classement des assureurs peut avoir un impact sur les incitations à long terme pour les salariés, et ceci est le cas depuis 2016. Il y a une variété d'éléments sur les différents indicateurs, l'accès des femmes à ce type de services qui font partie des incitations par rapport aux EDD. Est-ce que la réponse à cette question pourrait être de développer un rapport mondial, mais aussi développé par les assureurs, mais aussi un moyen mondial de faire le suivi d'un organisme consolidé sous l'égide de l'ASEAN, par exemple, ou le mener dans la collaboration avec les assurances d'impact. Et je crois que cela serait un très bon moyen et un point de contact de point zéro pour pouvoir ainsi avoir un suivi des progrès. Et ceux-ci sont des clés essentielles, des points essentiels, mais je crois que cela pourrait permettre d'accélérer tout ce que nous essayons de faire. Désolé que j'ai pas répondu aussi longuement et j'essaie de répondre plus brièvement. Non, non, c'était bien, Garance. J'avais posé la même question à Susan et à Craig, mais qu'est-ce que vous pensez de suggestions de Garance? Travailler de façon collaborativement en tant que secteur industriel, faire le tracking, le suivi de la performance par rapport aux ODD. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, oui, il y a différents niveaux ici. D'abord, c'est l'information outreach. Il y a beaucoup de gens qui sont des assureurs. La question ici voulait aborder le fait que si quelqu'un a une assurance pour son entreprise, cela veut dire qu'il y a un travail décent qui est proposé, un emploi décent. C'est plus au niveau des foyers ou des clients ou de l'habitat. Il nous faut avoir une approche générale pour le tracking, pour le suivi, mais il faut des évidences que les produits que nous proposons contribuent véritablement et apportent une valeur aux foyers à faible revenu. Et nous avons un ensemble d'évidence qui nous dit que pour la santé, les assurances sont très, très importantes. Il y a pas mal de chercheurs et d'universitaires qui soutiennent que les personnes, en fait, qui sont assurées
ont de meilleurs résultats économiques et de santé aussi. Donc, c'est très convaincant de proposer ces services d'assurance. Il y a des évidences aussi par rapport aux agriculteurs. Les agriculteurs qui sont assurés sont plus prêts à avoir des fermes plus grandes, à investir, à acheter des terrains. Ils sont protégés. Ceci peut produire davantage de recettes. Il y a des évidences qui le montrent. Mais du côté des entreprises, si les entreprises sont assurées, il y a aussi une possibilité d'augmenter les bénéfices ou les profits ou créer davantage d'emplois parce que les entreprises étant assurées, elles sont tranquilles. Et d'après ce que je sais, je pense qu'il y a des évidences qui le montrent. C'est le domaine où j'aimerais plus voir de rapports ou de recherches ou d'études pour montrer le véritable impact au niveau entrepreneurial. L'assurance protège et l'assurance peut améliorer les conditions de travail aussi des employés et créer des emplois décents. Merci, Craig. Si j'ai bien compris, tu crois qu'on devrait prioriser certains ODD pour voir quel est l'impact, parce que pour certains, nous avons déjà cet impact et les gens le savent, mais nous pouvons choisir peut-être pour faire un tracking, pour faire un suivi de ces ODD par rapport à ce que l'on peut apporter et obtenir une image générale plus claire pour savoir comment on peut contribuer. Oui, tu l'as dit d'une manière plus articulée que moi. Merci. Susan, toi, à la Banque mondiale, à travers vos études, dans le rapport que vous allez publier, quel est l'impact de l'assurance sur les ODD? Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit? Pensez collectivement, travailler ensemble pour démontrer l'impact de notre secteur. Alors, je vais encore compliquer les choses, mais c'est un risque parce que c'est un thème très compliqué. Et je crois que Craig vient de l'aborder, de l'évoquer justement. L'assurance inclusive, l'assurance pour les foyers à faible revenu, pour les PME, ça fait partie de l'histoire, certes, mais c'est seulement une partie, n'est-ce pas? Alors, d'après moi, et ça est conforté par les recherches qu'on a menées, et j'espère que vous pourrez le lire dans ce papier que nous allons publier, l'assurance paie déjà un rôle très important, beaucoup plus vaste, un rôle plus vaste en termes de ce que cela a de faire au niveau des risques corporatifs, aux risques d'entreprise. Nous avons vu des entreprises d'assurance, des compagnies d'assurance comme Swiss Re. J'ai vu que les entreprises nous disent nous ne pouvons pas assurer les entreprises de combustibles fossiles. Il y a des investisseurs. C'est un investissement aussi, l'assurance. Dans quoi on investit, dans quoi on n'investit pas. Ça aussi, c'est un rôle des assureurs. Il ne faut pas oublier cela. En termes de l'impact sur l'industrie, je pense qu'il y a deux questions. Il y a un impact aujourd'hui, mais peut-être, ceci n'est pas bien reconnu et ceci inclut tous les types de risques en tant que en tant qu'investisseur, en tant qu'entreprise. Il ne s'agit pas seulement d'aller vers les micro-assurances. Il y a autre chose. C'est un autre thème. Comment assurer pour plus de gens, pour plus d'entreprises, et c'est à travers les trois dimensions. Mais pour tous les types d'assurance. Je ne voudrais pas que ce soit seulement pour la micro-assurance, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne jouent pas dans ce terrain de jeu. Et certains se sentent exclus. Il y a un rôle important au niveau de l'assurance. L'assurance joue un rôle super important là-dessus. Mais il faut voir tout l'ensemble des joueurs sur le terrain des jeux. Si les entreprises ont une assurance, elles ne vont pas faire faillite, elles vont continuer à apporter des emplois et de la valeur à la société. On a, dans le domaine cyber, on voit qu'il y a eu beaucoup de PME qui ont fait faillite aux États-Unis, au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas assurées. Parce que ces PME, ces SME n'étaient pas assurées. C'était des petites entreprises, elles n'ont pas bien géré le risque. Il faut les aider à ne pas faire faillite en les assurant. Et je crois que nous pouvons analyser beaucoup d'éléments, mais pas seulement les micro-assurances, même si c'est important. Merci, Susan. Peut-être qu'on a incliné la conversation dans cette direction. Notre travail, c'est surtout
pour aider les contrôleurs d'assurance et leur apporter la formation et l'information. Mais je suis d'accord avec toi, c'est la contribution de l'assurance est beaucoup plus vaste. C'est pas seulement pour les ODD 1 et 2. Il y a autre chose, c'est des activités d'investissement. Il y a beaucoup d'autres activités de l'assurance par rapport à d'autres objectifs également. Et je vais revenir au chat. Nos collègues brésiliens, contrôleurs du Brésil, la nouvelle législation au Brésil de micro-assurance établit qu'il faut fonctionner selon la durabilité. Il faut développer des produits qui puissent vraiment fournir une aide sociale, une couverture sociale pour mitiger et réduire le risque pour la population et prendre en compte la vulnérabilité sociale des populations. C'est un bon exemple au niveau des micro-assurances. Le contrôleur d'assurance pense à la protection sociale également, pense aux consommateurs afin de leur proposer ou fournir une assurance. Je demande aux collègues d'indiquer les résultats sur le chat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais voir les résultats de notre enquête du Mentimeter de tout à l'heure. Voilà, les résultats. On ne peut pas lire ce qu'il y a au-dessous des colonnes, mais les objectifs où l'assurance a le plus d'influence, c'est le 1, essentiellement, zéro pauvreté. Ça fait partie de notre discussion d'aujourd'hui. Ensuite, c'est le numéro 3, bonne santé et bien-être. Et troisièmement, l'objectif, le 8, travail décent, croissance économique. Je ne sais pas si les intervenants souhaitent parler de ces résultats que nous voyons à l'image. Êtes-vous surpris de ce que vous voyez? Quels sont les ODD les plus importants pour le secteur assurance et l'impact? Je pense que notre étude a montré également que la priorité pour le climat aussi. Le climat, c'est très important au niveau de cet ODD. Et je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise, certes, mais je pense que c'est peut-être comme nous nous sommes trop focalisés sur tout type de risques, même des grosses entreprises jusqu'à des micro-entreprises, et sur les investissements aussi, et aussi la souscription de police d'assurance. Je n'ai pas vu le risque climat, ça m'a surpris de ne pas voir le risque climat. Le 13. Oui, peut-être. Le Covid, c'est ça. Ça a introduit une espèce d'équilibre. C'est vrai, je ne sais pas que cela est mis en question par personne. Le rôle des assurances par rapport à la résilience du climat, c'est présent, mais c'était peut-être avant le Covid, mais le point de vue ont peut-être changé. Le Covid a beaucoup fait pencher la balance. Aussi par rapport à la mort, à la vie, à la santé, ça a mis le poids là-dessus. C'est conjoncturel, je pense que il faut trouver un équilibre. Et si la planète doit être préservée, les gens seront plus résilients aussi et prendront plus protégeront davantage la planète. Oui, je l'ai vu. Moi, j'ai vu des enquêtes qu'on a fait il y a 1 an ou 2 ans. Et les résultats étaient très différents. Donc, c'est la COVID peut-être qui a fait basculer les choses. L'ODD 2, l'ODD 3. J'ai une question finale. Je pense qu'on a déjà répondu en partie. Une question pour les intervenants. C'est bien de pouvoir entendre ce que vous avez à penser. Quelle est une action que vous aimeriez voir du secteur de l'assurance pour améliorer son impact sur les ODD? Quelle est une action pour vous? Christiane, tu veux commencer? Quelle est une action qui sera importante pour vous? Merci, Anna. Que les ODD fassent partie de nos stratégies. Tout part du haut. Et aussi la partie intangible, ça doit faire partie de nos approches. Merci. Garance, tu l'as déjà abordé, mais as-tu une réponse?
Oui, une organisation qui centralise les efforts et ça joue un rôle important du tracking et du monitoring. Merci. Susan? Oui, très brièvement. Je suis tout à fait d'accord sur la stratégie et il faut que ce soit intégré. Intégrer quelque chose dans la stratégie. Moi, j'aimerais voir qu'il y ait une discussion plus explicite et un reporting plus clair sur les ODD dans les entreprises, dans les rapports annuels. Et j'aimerais que ce soit un thème qui soit intégré. Comme vous l'avez évoqué, j'ai travaillé dans des conseils d'administration, j'ai travaillé avec des dirigeants et l'ODD, c'est un thème très important, tous ces objectifs, que ça passe à la direction des entreprises, mais que les ODD fassent partie et soient intégrés complètement. Comment est-ce que les entreprises scorent au niveau des ODD? Ça doit être pris en compte. Et Craig, finalement, est-ce que tu peux nous donner la dernière parole à ce niveau? Oui, les recommandations des autres sont très intéressantes. Je ne vais pas répéter, je vais vous donner une nouvelle recommandation, un élément. Il y a une grande partie des assurances que nous avons, c'est quelque chose qui apparaît de façon qui est obligatoire. On ne prend pas une assurance pour une seule chose. Il y a beaucoup de types d'assurances. Nous devons donc vendre d'autres produits, pas seulement des assurances. D'autres produits qui sont sûrs et qui soient volontaires, pas obligatoires. Mais pour que cela ait lieu, il faut qu'il y ait une confiance. Le thème de la confiance est fondamental. Les ODD sont importants. Et ceci doit être inclus dans nos produits. Si nous pouvions scorer les clients afin qu'ils puissent acheter d'une façon volontaire et pas obligatoire. Et j'adorerais voir les contrôleurs se concentrer, se focaliser et parler avec leur industrie, leur secteur. Que pouvons-nous faire pour créer une confiance afin que les superviseurs et les contrôleurs jouent un rôle critique pour que les clients aient confiance dans les compagnies d'assurance et dans cette industrie. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses que peuvent faire les assureurs pour créer la confiance. Nous allons créer un plan et nous allons avoir des mouvements intelligents pour créer la confiance sur le marché. Ça, c'est un rôle très, très important pour étendre l'accès aux produits volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos idées, pour avoir été si concrets et spécifiques à la fin. Merci pour cette discussion. Nous avons pensé à la collecte de données, des tas de choses que l'on peut faire en même temps. L'action est importante. Nous devons travailler ensemble afin d'avoir et entendre et mettre en place une bonne stratégie. Nous assurer que les assurances peuvent jouer un rôle plus important au niveau des ODD, qui soient mieux intégrés pour les boîtes à outils de développement pour cela aide plus de gens, plus de petites entreprises, parce que les assurances ont beaucoup à apporter. Merci beaucoup à tous et à toutes pour vos commentaires et vos contributions si utiles. Merci aux participants et au public. Merci pour vos contributions aussi. Si vous avez d'autres questions, le chat sera ouvert pour cela et peut-être que les intervenants pourront regarder ce qui se passe dans le chat. Si vous pouvez les répondre, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. To our keynote speakers, and particularly here Her Majesty Queen Maxima. It was a real honour, having her joining our call today. And it's also been a pleasure sort of moderating today's webinar. And I hope that most of you will be able to join us again for the next A2AI IAS dialogue, which will be in a month's time. J'espère que vous pourrez présent lors du prochain dialogue. Ça sera un dialogue public et vous pouvez être présent. Une question rapide dans le chat. S'il vous plaît, prenez le temps nécessaire pour répondre. Merci beaucoup encore une fois et merci
pour votre participation. J'espère qu'on pourra continuer la discussion prochainement. Merci.